Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous promets un programme dense. Attention, ça va déménager et on va parler capote. Hein? On va parler capote? Il faut que je foute un logo alors. Non, allez, je te rassure. Oui, on va parler capote, mais c'est mise en place de la capote sur la voiture dont il s'agit. On va parler de la naissance du départ type Le Mans. Cela fait plus de 50 ans qu'il a disparu, et pourtant, il est toujours très présent dans l'imaginaire collectif des fans des 24 heures. Le départ type Le Mans, c'était les pilotes d'un côté, les voitures de l'autre. Le starter officiel avec son drapeau dans la main, en bout de piste, la foule, silencieuse, respectueuse et tendue avant le grand moment. Et tout ce petit monde, sauf les pilotes, regardait fixement cette horloge du trait qui allait indiquer le moment où l'aiguille allait passer sur 16 heures. Le starter officiel abat son drapeau, les pilotes courent vers leur voiture, le départ est lancé de la manière la plus spectaculaire qui soit. Quand je dis que ce départ n'existe plus depuis plus de 50 ans, c'est pas tout à fait vrai. Nos amis motards ont cette chance de le voir encore en action, notamment lors des 24 heures en moto ou du Bol d'Or. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'édition 1923, ce départ n'était pas encore utilisé lors de la première édition des 24 heures. Non, il est arrivé un peu plus tard, il est arrivé en 1925 et dans des circonstances un peu chaotiques. Alors, retour en arrière. Mais avant d'aller vers 1925, je vous propose une petite halte en 1924, comme ça on aura fait 23, 24, 25. Vous aurez tout l'historique. Pour cette édition 1924, après les déboires météorologiques de l'édition 1923, les organisateurs de l'Automobile Club de l'Ouest ont décidé de caler les 24 heures au mois de juin. Depuis, cette tradition n'a fait que perdurer. Elle a été écornée en 1986 parce que l'épreuve est à cheval sur le mois de mai et le mois de juin. En 1968, à cause des grèves de mai, le départ est donné en septembre. En 2020, à cause d'un tout petit virus, le départ est donné également en septembre. En 2021, toujours à cause du petit virus, le départ est donné en août. Mais sinon, c'est toujours en juin et ce sera notamment le cas pour le centenaire de l'épreuve. Sur le plan sportif, malheureuse en 1923, la Bentley Sport est de retour. Mais attention, cette fois-ci, elle a été sérieusement préparée. Et notamment, ils lui ont mis des freins à l'avant. Pas con, hein. Son éclairage aussi a été amélioré. Ses phares sont plus puissants et ils ont été placés derrière des grillages qui protègent la voiture des projections des plus gros cailloux. Du côté des favoris, on compte aussi bien évidemment les Schoener et Walker et les Lauren Dietrich, deux marques françaises. Dès le départ, la lutte est ardente en piste. Mais la Schoener et Walker de Lagache et Léonard est la plus rapide de tous. Songez que la grosse 4 litres française va battre le record du tour de pas moins de 20 secondes. 20 secondes, on passe en 9 minutes 19 au lieu de 9 minutes 39 en 1923. C'est pas rien. Malheureusement, la grosse Chenard abandonne après 4 heures de course à l'épingle de Pontlieu. Ça part en flamme. La nuit voit donc le duel se préciser entre Lauren Dietrich d'une part et Bentley de l'autre. Mais en fait, ce sont les sorties de piste et les incidents qui vont décider du sort de la course. Et si la Bentley est loin d'être épargnée le dimanche matin, notamment par des amortisseurs cassés d'abord et ensuite un écrou de roue bloqué, elle finit tout de même par triompher devant les Lauren Dietrich de moins d'un tour. John Duff et Frank Clement se rachètent donc de leur édition en 1923 un petit peu malheureuse. Et ils sont tellement enthousiasmés par leur victoire qu'ils décident de remettre ça pour l'édition 1925. Pour cette troisième édition du Grand Prix d'endurance de 24 heures, l'Automobile Club de l'Ouest souhaite pérenniser les installations de son circuit. Effectivement, jusqu'en 1924, les installations sont plutôt du genre provisoire. Avec le succès de l'épreuve qui commence à se faire sentir, on a besoin d'un peu plus de solide. Mais pour cela, il faut bâtir sur des terrains qui vous appartiennent. Or, le problème, c'est que la zone des raineries, la zone actuelle des tribunes et des stands, cette zone n'appartient pas à l'Automobile Club de l'Ouest, elle en est locataire. Et ces terrains qui, avant que le circuit ne s'installe dessus, n'avaient pas grande valeur aux yeux de leurs propriétaires, maintenant que l'Automobile Club de l'Ouest se porte désireuse de les acheter, ils en prennent de la valeur. Du coup, chez les propriétaires, c'est l'inflation. Oui, vous savez, on connaît bien ça en ce moment, l'inflation. Les propriétaires en demandent plus, la CO en demande moins, on ne parvient pas à s'entendre. Et pourtant, la date de l'épreuve approche. Il faut faire quelque chose. Les négociations n'aboutissant pas, le secrétaire général de l'Automobile Club de l'Ouest, Georges Durand, décide de jouer le coup de force. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Il va tout déménager.
À quelques semaines de l'épreuve, il décide de quitter la zone des raineries et de s'installer ailleurs. Ouais, faut encore trouver le ailleurs. Dans les écrits de l'époque, je n'ai pas pu trouver la date précise à laquelle cette décision a été prise, mais ce qui est dit partout, c'est qu'elle fut réellement tardive. Or, imaginez un peu la masse de travail qui attend les organisateurs. L'emplacement des raineries était idéal parce qu'il est très vaste. Il faut donc trouver l'équivalent qui permette d'accueillir à la fois des stands, à la fois une direction de course, à la fois tout ce qu'il faut pour accueillir du public, pour y mettre un village. Il faut des parkings, évidemment, pour accueillir tout ce monde-là. Ensuite, avant de construire quoi que ce soit, il faut faire des plans. Il faut obtenir les autorisations administratives pour réaliser les travaux. Et même si à l'époque, effectivement, ces baraquements étaient toujours en bois, il fallait quand même un certain temps pour les réaliser. Or, le jour J, tout était prêt jusqu'à l'électricité. Ok, on était prêt, mais où est-ce qu'on était prêt? Quel emplacement avait été choisi en lieu et place des raineries? Eh bien, tout simplement à peu près au milieu des hunaudières. Ah ouais, à l'endroit le plus rapide du circuit. Très boisé, l'emplacement était évidemment beaucoup moins pratique que les raineries, mais c'était une solution transitoire, c'était surtout une solution pour faire pression. D'ailleurs, dans les écrits de l'époque, on trouve des traces qui expliquent que cet emplacement n'alla pas sans poser des problèmes d'organisation. Mais imaginez un peu la tête des spectateurs de l'époque, installés là à l'endroit le plus rapide du circuit. N'oubliez pas qu'un grand nombre d'entre eux devaient encore, à l'époque, se déplacer sur des charrettes à cheval. Or là, ils voyaient débouler certaines voitures à plus de 170 km/h. Imaginez un peu le choc. Toujours est-il que, aussi lourde qu'elle fut en termes d'organisation, cette décision de dernière minute de tout transférer sur les hunaudières a porté ses fruits. Parce que les propriétaires ont bien compris qu'ils avaient perdu la partie. Si l'Automobile Club de l'Ouest a été capable de se délocaliser en si peu de temps, leurs terrains ne valent pas le prix qu'ils en exigent. Et dès le lendemain des 24 heures 1925, les propriétaires viendront voir la CRU avec des offres bien plus raisonnables. Du coup, dès 1926, l'Automobile Club de l'Ouest, grâce au coup de force de Georges Durand, reviendra s'installer dans la zone des raineries. Et ce, avec des bâtiments en dur bien plus pérennes que les installations en bois. Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas abordé le départ triplement qui est ce qui vous a amené ici quand même. Allez, c'est promis, on va y venir doucement, mais commençons par l'aspect réglementaire. L'épreuve devenant de plus en plus mature, le règlement se durcit. Par exemple, les bouchons de radiateur sont plombés pour éviter les appoints d'eau sauvages. Pour les véhicules munis d'un démarreur électrique, on interdit l'utilisation de la manivelle. Autre point, on impose un espacement de 20 tours, 20 tours, entre deux ravitaillements en eau, en huile ou en carburant. Or, 20 tours de l'époque, sur le circuit de 17 km, avec les voitures de 1925, c'est très très long. En 1925, le record du tour est porté à 9 minutes 10 secondes, toujours par André Lagache sur sa bonne vieille Chenard et Walker. 20 tours à 9 minutes et 10 secondes, ça fait 3h30 minutes entre deux ravitaillements. Mais toutes les autres voitures sont incapables de tenir ce rythme. Donc l'espacement entre deux ravitaillements est gigantesque. On peut donc imaginer que sur l'ensemble des 24 heures, l'immense majorité des voitures a ravitaillé entre 4 et 6 fois en carburant seulement, à comparer avec les chiffres d'aujourd'hui. Allez, on en vient enfin à ce que vous voulez savoir. Depuis 1924, obligation réglementaire est faite aux concurrents de rouler avec la capote levée, c'est-à-dire la capote mise en place. C'est toujours dans la même optique, il faut démontrer que la voiture de série a bien les qualités qu'elle prétend avoir. Donc, au 5e tour de l'édition 1924, on avait imposé aux concurrents de repasser par les stands, de lever la capote, d'effectuer 20 tours lancés avec la capote levée, avant de pouvoir revenir au stand et de baisser la capote. Mais cette idée du 5e tour n'avait pas donné pleine satisfaction. Donc, pour 1925, on fait différemment. On décide donc que les concurrents vont devoir s'élancer capote levée dès le départ. Mais puisque l'on souhaite également démontrer la facilité de mise en œuvre de la capote, on décide donc que la voiture sera disposée d'un côté de la piste, côté des stands, capote baissée, version décapotable. Pour éviter que certains ne soient tentés de commencer à magouiller leur capote avant même que le starter n'ait donné le départ, on décide de placer les pilotes de l'autre côté de la piste. Et au baisser du drapeau, ils doivent s'élancer, traverser la piste, mettre en place la capote, attendre qu'un commissaire vérifie la bonne mise en place de cette capote pour pouvoir démarrer. C'est bloqué. Bon, au revoir. C'est bloqué. L'idée du départ triplement est née comme ça, c'est une histoire de capote.
Et pour cette première édition du lever de capote obligatoire au départ, une prime est mise en place pour le pilote qui sera le plus rapide. Et je sais que je vous parle souvent de lui, mais c'est John Duff, une nouvelle fois, qui se met en valeur en étant le plus rapide à lever la capote sur sa Bentley et à s'élancer le premier dans le Unodia. Ce type de départ ne va durer que 3 éditions, 1925, 1926, 1927. En effet, dès 1928, c'en est terminé du lever de capote, il est relégué aux oubliettes. En revanche, le départ type Le Mans, avec les pilotes traversant la piste, va rester en activité jusqu'en 1969. La fin du vrai départ type Le Mans après cette édition 69, c'est une autre histoire que nous verrons dans une autre vidéo. Mais avant de nous quitter et pour boucler la boucle, voyons un peu ce qui s'est passé pendant ces 24 heures 1925. Et commençons par signaler que, avec 3 marques anglaises au départ, 2 marques italiennes et une marque américaine en plus de toutes les marques françaises, l'épreuve est réellement en train de s'internationaliser. De plus, avec 49 voitures au départ, soit 16 de plus qu'en 1923, le succès de l'épreuve est vraiment en train de grandir. Après le départ canon de John Duff, une bagarre s'installe en tête entre 3 voitures anglaises et une française. Les 2 Bentley se retrouvent opposés à la Sunbeam et à la Chenard et Walker de Lagache. Mais avant même la fin des 20 tours capotés, au 19e tour exactement, l'une des 2 Bentley abandonne. Ouais, la raison est toute bête. Elle n'a pas tenu les 20 tours sans ravitailler. Elle abandonne sur panne d'essence. 10 tours plus tard, la Sunbeam grille son embrayage et laisse la Chenard et Walker de Lagache en tête de l'épreuve. Après ses ennuis dans le clan britannique, c'est au tour des Françaises de connaître des problèmes. La plus rapide des Lauren Dietrich part en tonneau. Alors que la nuit est bien tombée, c'en est fini les chances anglaises. La dernière des Bentley, celle de Duff et Clement, abandonne sur incendie. Les Chenard et Walker pourraient en profiter, elles qui sont en tête de la course. Malheureusement, leur canalisation d'eau les lâche, et les grosses 4 litres doivent abandonner. Ce sont donc les 2 Lauren Dietrich rescapés qui tirent les marrons du feu, et c'est la B36 de De Courcelles et Rossignol qui s'impose. La Sunbeam rescapée parvient malgré tout à se glisser à la seconde place, empêchant les 2 Lauren Dietrich de signer le doublé. Elles se rattraperont un an plus tard en signant un triplé, le premier de l'histoire des 24 heures. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie, il nous reste 2 petits points croustillants à aborder. Tout d'abord, sachez que sous la robe de la Lauren Dietrich B36 victorieuse, se cachait en fait probablement un châssis de B26 plus léger, un châssis donc plus propice aux performances. C'est tout de même étonnant lorsque l'on sait que la voiture devait être conforme au catalogue de série. Deuxième point qui ne manque pas de sel, la Lauren Dietrich a terminé sans frein. À partir de la matinée du dimanche, les pilotes ne se ralentissaient que sur le frein moteur. Bien évidemment, dans ces conditions, la voiture n'était plus conforme au catalogue de série, et c'était un cas de mise hors course. Mais il se trouve que chez Lauren Dietrich, on a complètement oublié de signaler cela à la CO. Étonnant, non? Comme quoi, à l'époque, on savait déjà contourner un peu le règlement. Allez, la prochaine fois, on se retrouve pour savoir comment et pourquoi le départ type Le Mans a disparu.